Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Vous avez vu, on a beaucoup de chance, il fait beau, c'est le moment d'en profiter, de venir faire un petit tour aux Imaginales. 23e édition cette année, on en parle tout de suite. Nous sommes donc à l'espace court d'Épinal. Je suis avec Gilles Francescano. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur artistique des Imaginales depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, oui. Voilà. Donc c'est la 23e édition cette année. Comment vous l'avez pensé cette édition 2024 ? Déjà, on l'a pensé avec l'équipe dans la continuité de ce qui avait été posé comme base l'année passée, parce que l'année passée, mon arrivée sur le poste a été un petit peu, je dirais, un peu plus précipitée que cette année, forcément. Donc là, déjà, j'avais du coup pris un petit peu mes marques. Ça fait qu'on a travaillé, bien entendu, dans une meilleure synergie, dans une meilleure fluidité pour élaborer un programme et qui a découlé du thème, en fait. En premier, c'est le thème qui a ensuite, qui était un petit peu en haut de la pyramide et qui est ensuite ruisselé, comme dirait, sur tout le reste du programme. Justement, ce thème, Memento Mori, c'est du latin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire ? En fait, exactement ce que ça veut dire, c'est n'oublie pas que tu meurs. C'est pas n'oublie pas que tu vas mourir, c'est n'oublie pas que tu es en train de mourir, que le processus a déjà commencé et qu'il faut... Mais en fait, je dirais la phrase en creux de tout ça, c'est il faut que tu fasses de chaque instant un délice, en fait. Et c'est quand même l'idée c'est l'idée du festival déjà en termes de laboratoire vivant, hein, puisque on a beau préparer le festival pendant un an, dès que les portes sont ouvertes, c'est l'improvisation absolue et potentiellement, disons, le chaos, le désordre, mais c'est de ce chaos que naît la vie, que naît le mouvement, que naît tout ce qui nous lie entre nous là. Et ça, on peut pas l'anticiper. Et vous, comment vous l'avez vu évoluer ce monde ? Parce que vous êtes immergé dedans, vous êtes vous-même illustrateur. On vous connaît pour des couvertures, notamment des univers très, très fantastiques. Comment vous l'avez vu évoluer au fil des années ? Il y a de plus en plus de gens qui s'en emparent finalement de cette littérature des imaginaires. Mais en fait, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, moi, en 40 ans d'illustration, j'ai bien vu le milieu déjà se désenclaver. Oui. Puisque la fantaisie, pour moi, est arrivée vraiment un petit peu plus tard et en force, avec des gros succès immédiats comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, les adaptations cinématographiques qui ont ramené la population et le public à la lecture, alors que la science-fiction était basée quand même sur des textes un petit peu emblématiques. Il n'y avait pas eu de très grandes œuvres, disons, archi-populaire qui avait été adapté, Star Wars bien entendu, mais Star Wars pour les aficionados de la science-fiction littéraire, c'est pas de la science-fiction quoi, c'est un space opéra, c'est une histoire d'amour avant tout, mais des textes comme je sais pas, Bruce Sterling ou Philippe K. Dick, des choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus complexe à adapter et quand ils sont adaptés, c'est rarement des très grands succès quoi en fait. Et petit à petit ça s'est désenclavé, la littérature et l'image de science-fiction, d'imaginaire est sortie un petit peu de ce carcan de la littérature pour ados, hein, parce que c'est un petit peu, je dirais un peu la mauvaise image. Et quand ça s'est désenclavé, le jeu vidéo a servi aussi à ça en fait, parce qu'il y a eu les grands succès cinématographiques, l'arrivée du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, ça reste quand même un des domaines, je dirais, créatifs les plus complets. Et donc autant des illustrateurs qui travaillaient en bande dessinée, qui travaillaient en illustration d'une manière presque intime, sont passés sur des gros projets avec des vrais budgets et une vraie diffusion. Ce qui fait que, et aujourd'hui c'est facile à constater puisqu'il y a beaucoup de collections de science-fiction littéraire qui ont la même esthétique qu'un jeu vidéo quoi, par exemple. Et ces grands succès populaires, par le biais du jeu vidéo, ça infuse et ça diffuse un peu dans toute la population. Et aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il n'a jamais lu de science-fiction ou qu'il n'a jamais lu un livre de fantasy. C'est juste que ça reste un petit peu, des fois encore un peu honteux quoi, de temps en temps, mais je pense qu'il faut de moins en moins, voilà, il faut sortir de ça. Donc 180 auteurs cette année, parmi lesquels des invités de marque.
Des invités de marque, alors on va quand même dire que chaque invité normalement est trié sur le volet lui-même mérite la dénomination invité de marque. Mais effectivement on a quelques invités dont je suis plutôt heureux qu'ils soient aussi parmi nous ce week-end, comme John Gwynne par exemple, hein, l'auteur des Terres Bannies et d'autres séries de fantasy qui est revenu aux Imaginales avec grand plaisir. On a une nouvelle autrice américaine qui est arrivée hier en fait, Rebecca Yarros avec Four Wings. On a vu qu'il y avait beaucoup de queues pour aller la rencontrer, donc elle fait déplacer les foules. Rebecca Yarros, effectivement, elle est la tête de proue d'un nouveau mouvement littéraire, la romantasy, et c'est assez intéressant parce que même si, bon, dans le jargon entre guillemets, et les aficionados de la littérature de l'imaginaire, parce que la romantasy c'est pas forcément leur tasse de thé, mais ça veut dire qu'on en a besoin, et du coup ça veut dire que les lecteurs cherchent le sentiment, cherchent l'émotion, et pas que décapiter du zombie, donc c'est à considérer quand même. Ouais. Et également Alain Damasio, je précise parce que ce soir il y a une pièce de théâtre adaptée de son œuvre Les Furtifs. Tout à fait. Et ça fait partie aussi des Imaginales, des à côté, finalement il n'y a pas que la littérature. Non bien sûr, il y a l'oratorio des Furtifs ce soir, et puis moi j'ai tenu à ce qu'il y ait aussi du spectacle vivant. Il y a le centre culturel par exemple dans le centre d'Épinal qui a été revisité par la compagnie Ultreya avec Laureline Forti qui nous propose une réponse au Memento Mori. Un petit spectacle de 10 minutes mais totalement chargé émotionnellement, je vous invite vraiment à y aller. Très bien, merci. Donc on l'a compris, beaucoup de choses à faire durant ce week-end. Le festival d'ailleurs se décline dans de nombreux endroits, c'était le cas à la Plomberie avec une toute nouvelle exposition qu'on est allé voir. On regarde et on se retrouve juste après. Sortir des sentiers battus et prôner la différence, c'est tout l'objectif de la nouvelle exposition L'imaginaire résistant, proposée depuis samedi dernier par la Lune en parachute à Épinal. Depuis quelques jours, d'étranges toiles et personnages s'invitent en effet à la galerie de la Plomberie. Ils sont l'œuvre de 6 artistes aux propositions singulières, tous réunis à l'appel d'Anne Richard, spécialisée dans les arts alternatifs. Les artistes qui m'intéressent effectivement racontent qui ils sont, pas parce qu'ils ont appris à le faire d'une certaine façon, selon une certaine école de peinture, de sculpture, de dessin. Ils font apparaître une forme qui leur est propre. Donc là, ce que je montre ici dans l'imaginaire résistant, c'est un art qui n'a pas besoin d'être expliqué. Ici, l'art se veut en marge outsider, des termes loin d'être péjoratifs dans la bouche de ses exposants, qui revendiquent leurs différences aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est le cas de Minamonde et ses réalisations XXL. Sur cette toile, elle rend par exemple hommage aux sœurs de la perpétuelle indulgence, qui étaient au chevet des malades du sida dans les années 80. Aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait des gens comme Anne qui montrent des choses un peu différentes de ce qu'on voit dans les institutions, qui restent encore aujourd'hui un peu frileuses pour montrer des pièces. Mais ça commence à se relaxer un peu. Mais c'est vrai qu'on a toujours peur de montrer des choses qui vont choquer. Donc on a l'habitude de rester sur des choses classiques de l'art contemporain. Tous les 6 sont des artistes français autodidactes qui ont tracé leur propre chemin, comme Victor Soren et sa série de portraits réalisés à la pierre noire, une passion du dessin qui remonte à l'adolescence. C'est vraiment le cinéma de minuit qui a déclenché chez moi une espèce de frénésie de dessin. En fait, quand je voyais un film, et je passais ensuite la nuit à faire des grands dessins très mal faits, parce que je dessinais pas terriblement, mais j'ai ressenti cette exaltation. Et je me suis dit que je pouvais rien faire d'autre en fait dans ma vie, et voilà, et j'ai rien fait d'autre. Paco Gomez, lui, était postier avant de se dévouer entièrement à la sculpture sur bois, inspiré d'un mélange entre l'art tribal et l'univers de la BD. Je travaillais que le matin, donc j'avais tout l'après-midi de libre, donc l'après-midi c'était la sculpture. Ça faisait des bonnes journées quand même. Hein. Et aujourd'hui vous ne faites plus que ça? Je suis quand même à la retraite depuis 14 ans, alors maintenant j'ai tout mon temps pour la sculpture. L'exposition, ce sont également ces tableaux réalisés au stylo bille, ces toiles qui déroulent d'infinis détails ou encore ces sculptures masquées en hommage à une enfance perdue. Autant d'œuvres à découvrir dès ce samedi à la Plomberie d'Épinal et visibles jusqu'au 28 juillet.
Les Imaginales s'invitent partout à Épinal, comme ici à la BMI. Je suis avec Patrick Nardin, bonjour. Bonjour. Donc, je rappelle que vous êtes maire d'Épinal. Et on est ici au cœur de la toute dernière exposition qui est signée Daria Schmidt, donc, qui est l'artiste qui a fait l'affiche, c'est ça, du festival? Oui, qui a fait l'affiche, mais pas uniquement l'affiche, puisque d'ailleurs c'est son exposition ici, avec 80 œuvres qui sont exposées, mais elle a su apporter un plus à ce festival, c'est-à-dire cette 23e édition des Imaginales. L'identité de cette édition, ça sera Daria Schmidt. Vous avez pu voir que la fête des images, Épinal est illuminée en vert et bleu, couleur de l'affiche de Daria. Ce sont aussi une projection, c'est aussi une projection sur les murs du tribunal, projection qui a été travaillée par une ancienne étudiante de l'ESAL en collaboration avec Daria. Elle a apporté cette identité à cette édition des Imaginales. Justement, puisque vous parlez de la fête des images, on va rebondir là-dessus. Je rappelle que c'est la deuxième année où vous avez choisi de coupler ça avec les Imaginales. Oui. C'était une volonté de donner de la visibilité aussi à cet événement. Il y avait deux objectifs. La première, c'est de compléter un peu la programmation des Imaginales. Donc, ça s'arrêtait à 19h, maintenant ça se poursuit jusqu'à 23h, 24h. Et puis, c'était aussi surtout de pouvoir trouver une notoriété à la Fête des Images. La Fête des Images, elle monte en qualité artistique. Ouais. Et je trouvais que ça manquait d'attractivité. On ne traverse pas la France pour venir passer une soirée à Épinal. Ouais. Et le fait de l'avoir intégré aux Imaginales, quels sont les meilleurs ambassadeurs de la Fête des Images que les festivaliers, qui viennent de la France entière et d'autres continents même. On va vers une professionnalisation de la Fête des Images. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de pouvoir accueillir des étudiants d'école d'art qui veulent se spécialiser en mapping. Et donc, à côté de moi, j'ai Marianne Godet, qui est une enseignante de l'école des Gobelins et qui accompagne ces jeunes-là à maîtriser la technique du vidéomapping. Et le résultat, c'est sur les murs des bâtiments historiques de la ville. C'est un travail d'une année. Oui, justement, c'est toujours un des plus grands rendez-vous à Épinal, finalement, les Imaginales. Oui, c'est 40 000 personnes à peu près, mais c'est aussi cette année, on bat des records en termes d'auteurs et d'éditeurs. C'est-à-dire, l'année dernière, après cette phase de transition, certains étaient un peu en observation de ce qui allait se passer. Et là, on a accueilli de nouveaux auteurs, de nouveaux éditeurs. Les auteurs historiques du festival sont revenus cette année. Pour la première fois, on a été obligé d'arbitrer. On n'a pas pu accueillir tout le monde parce que la bulle du livre, on ne peut pas l'agrandir. Et puis on avait aussi, on était limité par l'offre également hôtelière. Oui, forcément, voilà. On ne peut pas étendre les portes de la ville, ça on ne sait pas encore le faire. Il y a un anniversaire qui est célébré également cette année, c'est les 20 ans du prix lycéen des Imaginales, c'est ça? Oui, c'est très important. On a les lycéens, on a les collégiens, c'est plus de 2000 lycéens collégiens. On a aussi le scolaire qui est présent le vendredi. Et on essaye de travailler à un prix étudiant pour l'année prochaine avec l'université. Il est important que la jeunesse soit à nos côtés. Les Imaginales nous permet l'utopie, nous permet de rêver et ça nous permet surtout d'aborder des sujets de société. Et vous voyez bien l'opportunité que l'on a de pouvoir travailler avec notre jeunesse sur des sujets d'actualité. Je crois qu'on en a besoin. On parle des collégiens, lycéens, étudiants. Il y a aussi les petits. On a pensé à eux et cette année, pour la première fois, Zinc Grenadine a participé un petit peu. Oui, c'était une demande que j'avais formulée. Je voyais bien qu'on avait des tout petits. Je voyais bien qu'on avait de la littérature jeunesse un peu disséminée comme ça au festival. Et donc, je souhaitais qu'on ait un espace dédié, qu'on puisse les accueillir comme il se doit. Et quel meilleur animateur et organisateur que les zingueurs de Zinc Grenadine qui ont cette expérience. Et voilà, et ils m'ont dit OK, et c'est un très bon moment, incontestablement, qui font vivre à cette jeunesse. Très bien, merci Patrick Nardin d'avoir répondu à nos questions. On parlait de la fête des images. Nous, de notre côté, avec l'atelier Images Plus, notre collègue Stéphanie Ternier a travaillé avec des demandeurs d'asile qui ont créé un mapping racontant leur histoire qui a été diffusé. Un très beau travail. Voilà, et je vous propose de regarder ce reportage tiré de nos archives. Deux jeunes tourtereaux ont décidé de convoler en juste noces, unis pour le meilleur et pour le pire par un aigle magistrat. Et ils auront beaucoup de jeunes oisillons. Il en va ainsi de nombreuses fables ou contes, quel que soit le pays dans lequel on les raconte, souvent transmis de génération en génération.
Et qu'elles soient afghanes ou tchétchènes, originaires de Mongolie ou d'Afrique, elles seront à découvrir en mai prochain, projetées lors de la Fête des Images à Épinal. De petites histoires dont l'écriture et la mise en forme avaient lieu la semaine dernière lors de cet atelier vidéo un peu particulier, puisque les participants sont actuellement demandeurs d'asile et pris en charge dans des centres d'accueil gérés par la Fédération médico-sociale des Vosges. On a saisi l'occasion de faire travailler ce public-là au sein de la FMS pour à la fois aussi travailler un peu la langue et à la fois les images, car on sait que beaucoup de choses se passent aussi à travers les images. Et c'était aussi l'idée de faire découvrir un petit peu aussi ce public un peu au grand jour et de briser un petit peu ces idées reçues sur l'immigration et les personnes en demande d'asile. Alors on ne va pas vous déflorer toutes les histoires, d'autant que sur les 8 demandeurs d'asile, seuls 3 pouvaient être présents le jour où a été tourné ce reportage. Mais petit avant-goût tout de même. Une petite fille qui allait tout le temps voir sa mamie parce que sa mamie elle avait un beau jardin chez elle et elle profitait du jardin pour danser avec des oiseaux et des papillons, s'il vous plaît. C'est une histoire des jeunes hommes qui s'activaient pour aller au premier chant du coq. Et du coup, en allant, ils se sont rencontrés avec un groupe de lions. Ils ont eu à grimper dans un arbre et ils ne savent plus comment descendre. C'est l'atelier d'Images Plus qui chaque année propose du mapping pour la Fête des Images, qui va gérer l'illustration de ces récits parmi d'autres. La technique, c'est on travaille avec l'ombre et la lumière et le découpage. Donc voilà, la petite particularité, c'est que c'est plus que de faire du trait en fait. Il faut pouvoir trouver des petites formes à réaliser dans notre papier pour qu'on puisse reconnaître l'objet ou le personnage qu'on veut fabriquer en fait. Est-ce que c'est difficile de raconter cette histoire avec du papier, avec des ombres, de la lumière ? Au début, oui, parce que c'est pas une activité que j'avais l'habitude de faire, mais dès qu'on s'est lancé dessus, c'est avec beaucoup de plaisir. Quelques petites histoires, contes ou légendes de divers pays qui seront projetés à proximité des remparts d'Épinal durant la Fête des Images, couplée désormais avec les Imaginales. Ce sera du 23 au 26 mai prochain. Nous sommes de retour au parc du cours d'Épinal au Festival des Imaginales. Je suis cette fois avec Chris Vuklisevich. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur coup de cœur de l'année de ce festival et vous êtes une habituée des Imaginales. Vous appréciez particulièrement Épinal apparemment. Oui, alors j'aime beaucoup les Imaginales. C'est vrai que j'y viens depuis 2017, d'abord en tant que festivalière. Parce qu'il y a toujours une atmosphère très conviviale, chaleureuse. C'est toujours au printemps, donc là on a de la chance, voilà, il fait beau. Au bord de la Moselle, pouvoir se poser avec les livres qu'on vient d'acheter et les commencer juste après avoir entendu leurs auteurs parler, c'est génial. Et puis l'an dernier, j'ai eu la chance d'être invitée en tant qu'autrice pour la première fois. Et là, cette année, en tant que coup de cœur du festival. Donc une vraie place de choix cette année. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait quelque chose. C'est comme si je revenais à la maison. Chaque année, vraiment, je me sens à la maison aux Imaginales. Et là, c'est comme si on me donnait le privilège d'inscrire mon nom sur la boîte aux lettres. Vous avez écrit votre premier roman en 2021 qui s'appelle Dernier jour d'un monde oublié, où on retrouve des personnages emblématiques de la littérature de l'imaginaire, hein, des sorcières, pirates. C'est ça votre univers ? Vous, qu'est-ce qui vous inspire ? Alors moi j'ai grandi avec les contes, j'ai grandi avec les Disney, plus tard avec Harry Potter comme beaucoup d'enfants de ma génération je crois. Et puis donc ces imaginaires-là font partie de moi en fait. C'est-à-dire que j'ai pas choisi d'écrire de la fantaisie spécifiquement, les histoires me viennent vraiment comme ça avec cet imaginaire-là, que ce soit dans les univers, les lieux, les personnages ou parfois dans la langue. Ça m'est arrivé d'écrire aussi des textes réalistes mais avec une langue qui par ces images va amener des métaphores qui vont en quelque sorte enchanter le réel. Et donc en 2023, vous avez écrit Du thé pour les fantômes, qui a d'ailleurs été sélectionné au prix lycéen des Imaginales, et pour le coup qui est très dans le thème de cette année. Ah oui, c'est un livre qui est complètement memento mori, puisque c'est un livre qui parle de fantômes, qui parle aussi, entre autres, de notre rapport à la mort, de
la peur qu'on peut avoir de mourir. Mais dans mon roman, le fantôme, il incarne surtout des thématiques familiales et psychologiques. Ouais. Il incarne ce qui continue de nous hanter même une fois que les gens sont partis. Il incarne les héritages qu'on porte parfois malgré soi, les schémas qu'on reproduit de génération en génération à cause des non-dits, des secrets, etc. Et donc votre dernier livre en date que vous avez publié cette année, si je ne dis pas de bêtises, mais sous un pseudonyme. Alors pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que donc mon premier nom d'autrice, c'est Chris Wuklizevic, c'est mon véritable nom. Donc je m'appelle Christelle, mais Chris c'est mon diminutif. Et avec Chris, on ne savait pas toujours si j'étais un homme ou une femme. Et là, pour une romance, je voulais qu'on sache vraiment que c'était une femme derrière, puisque donc c'est de la romantaisie, donc un mélange romance et fantaisie, qui est vraiment une littérature faite très souvent par des femmes pour des femmes. Et donc je voulais que les lectrices puissent identifier que c'était une femme derrière. Donc j'ai choisi un pseudo beaucoup plus féminin. Et puis c'est un pan complètement différent de ma production. Donc pour Dernier jour d'un monde oublié, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était ou Édité pour les fantômes. Il n'y a pas du tout de romance dedans, vraiment pas du tout. Alors que la romance est au cœur de l'histoire dans Porcelaine sous les ruines. Et c'est pas forcément les mêmes lectorats. Donc voilà, je voulais faire bien le distinguo. Et donc là, pendant ces 4 jours, on vous retrouve également sur pas mal de tables rondes. Vous allez intervenir, c'est ça. Vous avez un programme bien chargé. Oui, c'est vrai que là, en tant que coup de cœur du festival, on m'a mis des tables rondes, des rencontres, un peu tout le temps. Mais c'est génial, on est là pour ça, pour rencontrer les lecteurs, pour parler de nos œuvres, les faire découvrir. Et puis pour avoir surtout le regard des lecteurs sur nos livres. C'est génial. Souvent, nous, on écrit avec beaucoup d'inconscient aussi. Et ce sont les lecteurs qui nous disent ce qu'on a mis dans nos œuvres. Et c'est ça qui est passionnant. Et vous avez des projets en cours dont vous pouvez parler éventuellement? Alors mon projet le plus avancé pour l'instant, c'est un projet que j'écris à 4 mains avec une amie autrice, Laetitia Lajoigny. C'est un roman fantasy pour la jeunesse, pour les 8-12 ans à peu près. Donc un autre public. Encore un autre public, exactement. Et on en est à la réécriture. On n'a pas encore d'éditeur. Pour l'instant, on se fait plaisir et on verra ce que ça donne. Très bien. On vous souhaite que ça fonctionne en tout cas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Des nouveaux locaux à la place de l'ancien syndicat intercommunal des eaux de la Vosges. Ce vendredi, les représentants de la communauté d'agglomération d'Épinal et le maire d'Adol inauguraient le pôle d'exploitation eau et assainissement qui vient compléter celui situé aux Forges, dédié à la technique et à l'administration. 166 mètres carrés de surface aménagée pour un coût total d'un peu moins de 700 000 € hors taxe. La CAE a décidé de restructurer les services dédiés après avoir récupéré les compétences eau et assainissement en 2020. 7 syndicats ont donc été dissous pour être intégrés à l'intercommunalité. Aujourd'hui, une trentaine d'agents, dont 3 de l'ancien syndicat qui occupait les lieux, gèrent 6 millions de mètres cubes d'eau potable et plus de 10 millions de mètres cubes d'eau usée sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Ce panneau dédié aux renards a été réalisé par un peu moins de 200 élèves en 6e au collège Louis-Armand de Golbet. Il a coûté près de 900 €, dont une petite moitié financée par les parents grâce à une cagnotte participative. La présentation ce vendredi est l'aboutissement de toute une année de travail, dirigée notamment par ce professeur de SVT. Le projet fait partie d'un ensemble d'actions soutenues par le conseil départemental et a pour but de lutter contre les idées reçues à propos des renards et plus généralement une méconnaissance de la vie sauvage par la plupart des élèves de cet âge. Dans le cadre de la même initiative, un autre habitant de la forêt golbéenne sera à l'honneur l'an prochain, le hérisson. Et voilà, notre hebdo est terminé. Les Imaginales, en revanche, c'est jusqu'à dimanche soir. N'hésitez pas à venir faire un tour, notamment ici, sous la bulle du livre. Il y a de nombreux auteurs présents. On se retrouve la semaine prochaine.